Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de C'est l'heure des tractations. Et à l'heure où je vous parle, on vient d'apprendre que finalement le PCF, le Parti communiste français, vient d'accepter l'accord. L'accord entre France Insoumise, les socialistes, Europe Écologie Les Verts et les communistes. Alors évidemment, d'un côté, on se dit que c'est peut-être pas plus mal que ces ensembles politiques se rallient entre eux pour faire un accord de telle manière à ce que, pour essayer de conquérir un maximum de circonscriptions, eh bien on évite de mettre des concurrences dans les mêmes circonscriptions entre ces différents partis. En effet, ça peut avoir l'avantage de permettre une majorité à l'Assemblée nationale et ainsi obliger Macron d'accepter un gouvernement de cohabitation. Sauf que ça, c'est peut-être vrai sur le papier, dans la réalité, c'est une toute autre affaire. C'est une toute autre affaire, pourquoi ? Tout simplement parce que Mélenchon n'est pas idiot. Il sait qu'il est le troisième homme en France en matière de parti politique, même si, encore une fois, je le rappelle, si le premier tour nous donne une sorte d'échantillon d'opinion des Français vis-à-vis des partis politiques, qui met en effet Emmanuel Macron à 28% de Français qui ont voté Emmanuel Macron, ce n'est pas aussi vrai pour le Rassemblement national comme pour les Insoumis. Tout simplement parce que l'on sait que le Rassemblement national n'a fait que 23% en réussissant à convaincre un électorat indécis de voter contre Macron, en sachant que le Rassemblement national s'est fait plus ou moins siphonner une partie de son électorat par Reconquête, tout comme les Républicains, et vu le résultat des Républicains, on peut s'octroyer de dire que les 2/3 de l'électorat républicain s'est reporté sur Reconquête et Rassemblement national, eh bien c'est aussi vrai pour les Insoumis. Car si Mélenchon joue énormément sur l'apparence que son 22% lui octroie aujourd'hui la troisième position du paysage politique français, eh bien force est de constater que lui aussi, il fait mine de ne pas savoir que ce 22%, c'est aussi une moitié d'électorat qui n'est pas un électorat mélenchoniste. Alors, c'est un pari, c'est un coup de poker, de savoir que cet électorat va continuer à voter pour lui ou éventuellement voter pour leurs origines politiques. Parce qu'on le sait, Mélenchon, avec ses 22%, la moitié, plus ou moins la moitié de cet électorat n'est pas un électorat mélenchoniste, mais un électorat puisé dans l'électorat traditionnel de gauche, qui a été en désillusion, qui a été trahi, qui a été oublié, on va dire, au niveau du Parti socialiste, et plus particulièrement un électorat populaire de gauche traditionnel, et y compris une partie de l'électorat écologiste qui en a un petit peu assez des élucubrations et des débordements de certains maires ou de certains élus écologistes ces derniers mois, voire ces dernières années. Alors, c'est un pari, c'est un coup de poker, comme je vous l'ai dit, pour Mélenchon, de croire que par cette élection du premier tour présidentiel, il va s'octroyer une bonne part de l'électorat au niveau des circonscriptions pour les législatives. Sauf que c'est aussi un pari risqué. C'est un pari risqué de savoir que, de par des positionnements politiques depuis l'élection présidentielle, de par ces coalitions, coopérations, alliances, trahison. Est-ce que ça ne va pas provoquer l'inverse ? Est-ce que cette partie d'électorat indécis qui a voté par défaut contre s'abstiendra aux élections législatives ? C'est-à-dire que Mélenchon croit pouvoir réussir à constituer un groupe d'opposition sur une coalition, mais le problème, c'est qu'on n'a absolument pas une garantie qu'une fois élus, des députés socialistes ou des députés écologistes finissent par dire à Mélenchon « va te faire foutre ». Et Mélenchon se retrouverait alors en short sur sa représentation nationale dans l'Assemblée. C'est le même problème pour le Rassemblement national.
Le Rassemblement national ne fait pas d'alliance avec les souverainistes. Et donc, Reconquête, avec une alliance avec Dupont-Aignan, Philippot, pour l'instant on ne sait pas si Asselineau va s'aligner derrière le mouvement, ou du moins l'union nationale. Alors c'est pareil, ça va être un risque. Ça va être un risque. Soit le Rassemblement national accorde une certaine cohérence dans son positionnement, et donc s'octroiera peut-être plus de sièges qu'elle n'en possède actuellement. Le problème, c'est que si Reconquête positionne également des candidats sur différentes circonscriptions pour avoir au moins une représentation dans l'hémicycle national, eh bien ça risque, en effet, de mettre un positionnement délicat pour le Rassemblement national. Parce que dans ce cas-là, le Rassemblement national, en dehors de certains candidats tels que Marine Le Pen elle-même, n'aura pas, selon la promesse de Zemmour, de candidat à Reconquête en face d'elle, ça ne veut pas dire que dans d'autres circonscriptions, Reconquête ne fera pas la proposition d'un candidat face à un candidat Rassemblement national. Parce que c'est stratégique. Parce que la stratégie, c'est qu'une fois le premier tour passé, c'est à partir de là que va commencer à s'opérer les négociations. Si, en effet, suivant les résultats du premier tour des législatives, le Rassemblement national se rend compte qu'il a été plus ou moins empiété par le Reconquête, eh bien dans ce cas-là, en effet, il pourrait y avoir des alliances. Par contre, ce qui risque d'être très intéressant, c'est de voir comment ça va se comporter du côté de cette nouvelle union populaire. Cette nouvelle union populaire qui allie à la fois les insoumis, les socialistes, les EELV et le PCF. Est-ce qu'à un moment donné, tout d'un coup, on ne risque pas d'avoir une confirmation de l'élection présidentielle vis-à-vis du Parti socialiste, des écologistes et du PCF, que finalement ils ne représentent plus rien du tout, que le nombre de sièges sera très clairement insuffisant pour pouvoir prétendre avoir des sièges dans l'hémicycle. Et dans ce cas-là, en effet, ce serait Mélenchon qui serait gagnant. Mais là encore, il faut absolument que ce qu'il a obtenu au premier tour, c'est-à-dire ces 22% d'électeurs, lui reste fidèle. Parce que dans ce cas-là, c'est la descente. On le voit déjà. Je vous ai déjà montré dans ma précédente vidéo qu'il commence déjà à y avoir des transfuges. On a appris que Cazeneuve a décidé de quitter le Parti socialiste parce qu'il trouve une trahison de s'adonner au parti radical de gauche, au parti d'extrême gauche, soi-disant pour exister, ou continuer à exister dans le paysage politique français. Parce que, très clairement, depuis l'élection présidentielle, le Parti socialiste et les écologistes, qui se positionnaient comme étant des partis représentatifs, non négligeables de la population française, eh bien, se sont pris une claque monumentale. Je dirais même que ce sont deux partis qui aujourd'hui sont dans une crise identitaire majeure. Et que l'élection législative pourra éventuellement leur permettre de survivre, comme elle pourrait aussi être le couperet tombant sur leur tête pour faire disparaître leur parti, de par une absence de siège à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a cette alliance. Parce que cette alliance, et Mélenchon le sait, c'est un moyen pour le Parti socialiste et les écologistes de sauver l'immeuble. Parce que très clairement, si Mélenchon plaçait des candidats insoumis face aux socialistes et face aux écologistes, c'est la mort de ces deux partis. Parce que beaucoup de Français, trop déçus, trop trahis, plus particulièrement une France populaire, qui s'est orientée vers Mélenchon, ne votera pas socialiste en local, et votera encore moins écologiste en local. Donc, les élections ont lieu au mois de juin, qu'on a encore tout le mois de mai pour voir comment les choses vont évoluer, pour permettre à chacun des partis d'aller positionner des candidats sur des listes dans toutes les circonscriptions qui sont susceptibles de pouvoir être conquises
ou conserver. Le seul problème, c'est qu'évidemment, les Républicains sont en face, eux aussi, d'une crise. S'ils se rattachent à Macron, dans ce cas-là, ça veut dire que ce parti n'existe plus. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se considérer comme le parti de la droite traditionnelle, mais comme un parti présidentiel, un parti centriste, ultralibéral. Et dans ce cas-là, ça veut dire que lui aussi, le parti républicain, finit par disparaître. Donc c'est pour cette raison que cette législative, en effet, va être importante, même si, encore une fois de plus, je le répète, il y a de fortes chances que Macron acquiert sa majorité. Parce qu'il va profiter de cette, justement, déliquescence identitaire du paysage politique français. J'ai même envie de dire que si déjà en 2017, il avait bien assommé un certain nombre de partis, là on peut considérer qu'avec l'élection présidentielle, il a radicalement éliminé de facto un certain nombre de partis qui pourtant étaient les partis qui se partageaient le pouvoir depuis ces 30 dernières années, et bien aujourd'hui ne représentent quasiment plus rien. Donc, c'est pour cette raison que cette élection législative, elle va être importante, même si certains vivent très utopiquement l'idée de vouloir imposer une majorité d'opposition et, de facto, un gouvernement de coalition. Là, le problème, c'est que malheureusement, je pense que c'est croire que demain, les poules auront des dents. Autre information, on revient sur cette fameuse affaire de la FDA aux États-Unis avec Pfizer. Comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi les vidéos, chaque mois, jusqu'à la fin de l'année, la FDA, la Food and Drug Administration, est obligée de fournir des documents sur lesquels se sont servis ces services pour délivrer des autorisations et des homologations à Pfizer dans le cadre de la pandémie Covid-19. Et il semble que, encore une fois de plus, ces documents révèlent que Pfizer était parfaitement au courant d'un certain nombre de complexités et de certain nombre de problèmes vis-à-vis de son vaccin. Et que, aujourd'hui, si ces documents sont disponibles, force à la justice, force à des associations, force à des avocats, éventuellement de se servir de ces documents pour porter plainte auprès de la justice fédérale contre à la fois la FDA et Pfizer pour mensonge, pour dissimulation. Car en effet, les documents révèlent un ensemble d'éléments, un ensemble d'informations qui reflètent beaucoup plus la réalité de la situation par rapport au développement d'un vaccin qui va complètement, à contrario, des affirmations, des promotions qui ont été faites il y a plus d'1 an avec le vaccin Covid-19 de chez Pfizer, c'est-à-dire son taux d'efficacité. Ce fameux taux d'efficacité qui en réalité est complètement faux. Alors attention, ça ne remet pas en question l'efficacité du vaccin sur une majorité de population. Mais en revanche, dans cette politique, dans cette idéologie, dans cette propagande de vaccination dans l'absolu, il y a volontairement eu occultation, mensonge, manipulation, pour avertir le patient, pour avertir l'individu, que ce vaccin qu'on va lui injecter va ou peut potentiellement avoir des conséquences à terme, à court terme, voire permanentes. Force est de constater qu'aujourd'hui, les données du fameux VAES, aujourd'hui révèlent, 2 ans après la pandémie, des chiffres qui commencent à concrétiser qu'en effet, la campagne de vaccination a provoqué chez des gens des effets secondaires permanents, voire même des décès. On a aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, des questions qui sont posées parce que des données, des informations arrivent encore à être exfiltrées pour être analysées et ensuite disposées aux yeux de l'opinion sur le fait que voici des données officielles, qui suscitent des questions. Aujourd'hui, des questions sont posées. Mais on sent bien que les autorités, on sent bien que l'Organisation mondiale de la santé, de fait de son implication aussi à vouloir jouer cette
propagande traîne un petit peu des pieds pour admettre le factuel. Et petit à petit, on est en train de voir en effet des pays, des organisations, qui commencent à admettre que oui, en effet, il n'y a pas un taux d'efficacité absolu, il n'y a pas un taux d'efficacité tel qu'il a été prétendu, mais vous comprenez, nous étions dans l'urgence d'une pandémie. Une pandémie qui finalement n'a tué que 0,5% de la population mondiale. Et j'ai envie de dire, pour faire la démonstration que nous n'en avons pas fini, M. Bill Gates, récemment, nous a fait son petit discours. Son petit discours où il affirme que, attention, même si nous avons pu gérer sans trop dommages cette pandémie, le prochain virus pourrait être bien plus virulent et ne pas tuer que 0,05% de la population mondiale. 0,05. Hein. J'ai dit 0,5 tout à l'heure, mais c'est 0,05% de la population mondiale. Donc, il y a un moment donné, vous vous dites, attention, qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire? Actuellement en Chine, vous l'avez vu, à Shanghai, c'est pas une situation qui est très optimiste. Mais là encore, ce sont des pratiques, c'est une politique sanitaire purement chinoise, qui fait polémique, mais qui au moins, elle mérite de cloîtrer la plupart de ses habitants pour éviter la propagation, pour éviter la dispersion d'un nouveau variant ou d'une nouvelle épidémie. Avec toutes les conséquences évidemment de ce que l'autorité chinoise incite ou implique au niveau de la population chinoise, du fait d'un manque d'organisation, d'un manque de structure, d'un manque de logistique pour permettre à ces Chinois de pouvoir s'alimenter, de pouvoir se nourrir convenablement. Et on a des pénuries dans certains quartiers qui fait qu'on a pu voir ces images de ces Chinois qui, à la fenêtre, commencent à hurler, chanter, font du bruit, etc., par protestation. Sauf que, évidemment, à l'heure actuelle où je vous parle, qu'est-ce qui prend le plus l'actualité? C'est à la fois en France les législatives, et pour l'échelle internationale, c'est évidemment l'Ukraine. Je ne vais pas revenir sur l'Ukraine parce que c'est un ensemble d'informations, de contre-informations, de désinformations, etc., qui font qu'il y a un moment donné où, de toute façon, c'est un problème qui, lorsque vous comprenez que c'est une guerre indirecte entre la Russie et les États-Unis, vous avez tout compris. Donc, ces fameux documents, est-ce qu'un jour ou l'autre ils vont servir? Est-ce qu'on va s'en servir pour montrer du doigt la manipulation finalement qui a été faite à la fois par Pfizer, mais aussi en complicité d'une administration qui n'est pas n'importe laquelle. C'est la Food and Drug Administration. C'est l'administration fédérale qui s'occupe des licences, des autorisations et qui valide le bien fondé, qui valide les produits à consommation ou à usage thérapeutique, à usage de santé, publique comme privée. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer, mais force est de constater qu'évidemment, forcément, même si je vous mets le lien en commentaire du site où vous pourrez trouver tous les documents qui ont été publiés. Après, c'est de l'anglais, et après, c'est évidemment des documents techniques. Donc, mais au moins, vous avez les sources, et comme ça, vous pourrez, dans vos conversations, si jamais quelqu'un essaie de vous contredire, eh bien, vous dites, ben voilà, tiens, je te donne le truc, il y a tous les documents dedans. Comme ça sera jouissif pour vous. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec ce que certainement vous avez pu entendre sur un projet qui aurait filtré auprès de la Cour suprême américaine. La Cour suprême américaine serait, je dis bien, serait sur le point d'abroger la loi sur le droit fondamental à l'avortement. Alors évidemment, si vous avez vu, lu, entendu dans les médias, dans la presse, sur Internet, sur les médias mainstream, vous avez bien compris que là, on va aller chercher votre sentimentalisme. C'est-à-dire, rendez-vous compte,
la Cour suprême des États-Unis est en train de faire une régression sociale. Une régression sur un droit des femmes à l'accès à l'avortement. Sauf que le problème, c'est que derrière ça, c'est pas juste parce que c'est des conservateurs qui ont décidé de jouer la carte religieuse contre l'avortement. Non. Premièrement, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, il faut bien comprendre que la culture américaine, la société américaine est de façon prédominante menée par une culture de l'excès. C'est-à-dire, c'est l'excès de tout, à la fois d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, le juste milieu, la modération, le bon sens sont parfois absents, voire même un blasphème, pour ceux qui derrière ont un intérêt à conserver cette idée de l'extrême. L'extrême par l'ultralibéralisme, l'extrême par la liberté absolue. Et de ce fait, la liberté, et c'est le même problème en Europe, c'est qu'à partir du moment où on vous donne un droit, un accès, un droit fondamental, comme toute chose, il faut savoir en user de façon responsable. Or, malheureusement, aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une légende, nous avons affaire quand même à un peuple en grande majorité qui sont des gamins. Et de fait, l'accès à l'avortement fait en sorte que, malheureusement, il y a des comportements parfois irresponsables. Même si pourtant, dans certains États, il y a des obligations de suivi psychologique lorsqu'une personne en est déjà à son 2e ou 3e avortement. Et malheureusement, ce ne sont que des procédures d'apparat. Car même si dans certains États, certaines sociétés privées ou des organismes publics essayent de faire attention à un moment donné de prendre responsabilité de l'individu sur son excès d'usage de cette liberté, eh bien, il y a un moment donné, il y a aussi le business. Le business finit par primer. Donc si une femme, un peu délurée, finit par coucher à droite à gauche, par tomber enceinte de façon régulièrement, et se dit de toute façon, je suis dans mon esprit de consommatrice, et je peux faire avorter ou je peux m'avorter comme je veux, ben, il y a un moment donné où vous comprendrez que on dépasse là la mesure de la liberté, mais bien la mesure de la moralité. Parce que là, on parle de vie. Alors, en effet, soyons clairs, on n'est pas contre l'avortement par choix. Parce que dans la vie, on est parfois confronté à des mauvais choix. On est parfois confronté à des situations qu'on n'a pas envie de subir et que justement la modernité, le progrès nous permet de pouvoir réparer cette erreur. Cette erreur, c'est de tomber enceinte, évidemment, de façon accidentelle. Et parce qu'on ne se sent pas prêt, ou parce qu'on considère qu'on n'est socialement pas suffisamment établi, ou parce qu'on n'a pas envie d'assumer une naissance ou un enfant, eh bien, il y a l'avortement. Évidemment, certains diront oui, mais pourquoi avorter, pourquoi tuer une vie, quand on peut donner la vie et ensuite faire adopter l'enfant? Ben, tout simplement parce que si vous êtes une femme, vous savez ce que c'est que d'être enceinte. Et que certaines femmes ont un refus psychologique de devoir mener à terme une naissance. Et donc, de ce fait, il y a une légitimité, en effet, d'avoir accès à l'avortement. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis absolument pas contre l'avortement. Je dis simplement, c'est qu'en effet, ce progrès social, ce droit fondamental, comme toute chose, il faut aussi ne pas savoir, ou il faut aussi prendre conscience de ne pas en faire un abus. Parce que dans ce cas-là, on n'est plus dans un droit fondamental qui permet de réparer ou qui permet d'aider des personnes à ne pas se retrouver dans une situation dans laquelle elles n'ont pas envie de se retrouver. Mais quand on en arrive à considérer l'avortement comme un produit de consommation, comme un service consommable, là, il y a un moment donné, il faut se poser la question si psychologiquement, il n'y a pas aussi quelque chose à faire. Et c'est dans cet état d'esprit
qu'aux États-Unis, vous avez un certain nombre de conservateurs qui commencent à remettre en question ce droit à l'avortement. On l'a vu dans ma précédente vidéo avec l'affaire Disney sur la Floride qui a passé un décret comme quoi désormais il était interdit d'avorter au-delà de 6 semaines. 6 semaines, on se dit que c'est suffisant pour à un moment donné faire le choix, définir une responsabilité, soit de se faire avorter ou pas. Sauf qu'évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y a des femmes à un moment donné qui ne savent pas interpréter leur corps, qui à un moment donné ne se posent pas la question si au bout de 6 semaines, est-ce que finalement, quand elles n'ont pas leurs règles, est-ce que ça ne serait pas parce qu'elles seraient enceintes? Alors en effet, ça peut arriver. Je rappelle, il y a aussi ce phénomène psychologique où des femmes qui savent qu'elles sont enceintes, mais refusent mentalement, psychologiquement, et réussissent à se convaincre de ce déni d'être enceinte. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui est en effet très complexe. Mais en ce qui concerne, pour revenir à cette décision de la Cour suprême américaine, en réalité, c'est pour une question de business. Vous allez comprendre. On utilise aux États-Unis très souvent l'aspect moral. L'aspect moral, bigoudin, puritain, d'une certaine portion de la population américaine, qu'on appelle conservatrice, ultra-conservatrice, conservatrice religieuse, pour essayer de faire des reculs, des rétropédalages sociaux. Pour toujours la question morale, et évidemment excessivement influencée par la religion. Mais derrière, tenez-vous-le bien pour dire, si la Cour suprême décide d'abroger le droit à l'avortement, c'est un droit dans le droit fédéral. Après, chaque État est parfaitement en droit de voter des lois ou des décrets sur le sujet en accord ou en désaccord avec la loi fédérale. Si demain, la Cour suprême abroge ce droit, les personnes qui vivent en Californie continueront à avoir le droit à l'avortement. C'est seulement que dans certains États conservateurs, modérés, mais qui ont encore quelques retards sur le progrès concernant l'évolution des droits de la femme au sein même de l'État et plus particulièrement justement sur le sujet de l'avortement. En supprimant ce texte, en supprimant ce droit, eh bien il sera beaucoup plus difficile dans certains États d'essayer de les inciter à libéraliser, à ouvrir le droit à l'avortement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, vous avez des États qui vont pouvoir faire ce qu'ils veulent en matière de réglementation sur l'avortement, puisque le texte de loi fédérale, qui est la base, sur lequel peuvent se reposer des juristes, des partis politiques, représentant le peuple d'un État au sein d'un parlement d'État, puisque je rappelle, chaque État a son gouverneur, son administration et ses parlements. Je crois qu'il y a 2-3 États qui n'ont pas de parlement, mais d'une manière générale, chaque État a sa structure administrative et sa structure démocratique. Eh bien, les États auront beaucoup plus de difficultés pour ce qui concerne les idéologies progressistes à imposer de droit, de fait, le droit à l'avortement. Encore une fois, je vous le dis, ça ne veut pas dire que tous les États vont abroger l'avortement. Non. Chaque État conservera sa réglementation et sa loi concernant l'avortement. Sauf que là où ça va être intéressant, c'est que si la Cour suprême abroge ce droit fondamental aux femmes, ça veut dire que certains États, comme le Texas par exemple, vont peut-être suivre la Floride en durcissant les réglementations en matière de droit à l'avortement. Ce qui veut dire que les Américaines qui vont vouloir avorter, et qu'elles ne le peuvent pas dans l'état dans lequel elles sont,
eh bien, vont aller dans des États où elles pourront le faire. Pour ne pas le nommer, l'État de Californie. Donc si vous réduisez les conditions d'accès à l'avortement dans certains États, que croyez-vous qu'il va se passer? Eh bien, il va tout simplement se passer que vous allez avoir de la demande qui va se déporter sur les États qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus libres en matière d'accès à l'avortement. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ça va être du business. Parce que oui, si aux États-Unis il existe des corporations, il existe des associations, il existe des cabinets qui font de l'avortement, et plus particulièrement accessible aux Américains moyens, c'est-à-dire classe moyenne, pauvres, démunis, qui n'ont pas d'assurance sociale, et de ce fait n'ont pas les moyens de se payer des avortements. Ça ne veut pas dire que ces organismes ne font pas partie du jeu, du cercle du business. Parce que si ces associations, si ces cabinets médicaux, sociaux, qui permettent à des gens de pouvoir se faire, enfin, des femmes de se faire avorter gratuitement, c'est quand même des organismes qui doivent respecter les réglementations. Ces réglementations qui leur imposent d'utiliser des procédures, du matériel, des consommables. Business. C'est-à-dire qu'on va payer ces unités. Alors souvent, c'est parfois l'État lui-même qui finance ces unités gratuites. Mais derrière, vous avez tout un business. Je ne parle pas évidemment des cliniques privées où certaines Américaines pourront avoir les moyens de se payer un avortement. Business. Donc vous voyez, il faut toujours faire attention à ce que l'on peut trouver derrière le manteau. Et comme je dis souvent, c'est parfois quand on vous présente un fait, un événement d'actualité qui très souvent est lié à titiller un petit peu les sensibilités. Eh bien, il faut toujours se poser la question, 1, à qui profite le crime, et 2, faire attention ce que l'arbre cache la forêt. Sur ces petites informations, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Attention, je rappelle, si vous avez des questions, FAQ, très prochainement, pour l'instant pas de questions, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Et très prochainement, je vais peut-être faire une petite vidéo en lien à cette vidéo que j'avais fait sur les ovnis et je vais traiter des extraterrestres. Je pense que ça va vous en intéresser certains d'entre vous. D'ici là, bon courage.